Bonjour, bienvenue dans la série sur la cosmologie. Alors, la physique des particules est une théorie extrêmement vaste. Elle utilise d'ailleurs plusieurs théories telles que la relativité, la mécanique quantique et aussi la théorie des champs. C'est donc une théorie très complexe, mais nous ne verrons pas ça en détail. Nous ne verrons pas la théorie en soi. On n'en verra qu'un tout petit bout, à savoir les particules, une partie des particules, les principales propriétés et les concepts d'interaction entre particules, et cela nous suffira. Les particules, au niveau quantique, sont les plus petits objets connus avec peu de propriétés, avec très peu de propriétés pour les distinguer les unes des autres. Il y a deux types de particules, les particules dites élémentaires, sans structure interne, au moins pour ce que nous en savons, juste ces quelques propriétés. Et d'autre part, il y a des particules composites qui sont composées de plusieurs particules élémentaires. Parmi les propriétés de ces particules, on retrouve essentiellement la masse des particules, qui est assez logique, un peu comme la masse des corps, la charge électrique, plus d'autres charges qui sont associées aux autres interactions, nous y viendrons tout de suite. Le spin, qui est un terme anglais qui vient de to spin, tourner, comme une toupie, et c'est un peu l'analogue d'une toupie, le spin. Les particules, en quelque sorte, tournent sur elles-mêmes. Alors la notion est un peu trompeuse, parce que c'est une notion quantique, et le comportement du spin est assez inhabituel par rapport à ce qu'on s'attendrait pour une toupie. Le spin prend des valeurs demi-entières, c'est une de ses caractéristiques. Il peut valoir 0, 1 demi, 1, 3 demi, etc. Et ils sont typiques de certains types de particules. Donc il y a des particules de spin 0, d'autres de particules de spin 1 demi, etc. Une particule peut avoir plusieurs états de spin. C'est un peu l'équivalent, au niveau de la mécanique quantique, de l'orientation de l'axe de rotation de la toupie, avec la particularité qu'on est en mécanique quantique et que cette grandeur est quantifiée. Elle ne prend que certaines valeurs. Plus exactement, par rapport au spin de la particule, l'état de spin ne varie que par valeur entière. Ainsi, une particule de spin 1,5 peut avoir des états moins 1,5 et plus 1,5. Et une particule de spin 1 peut avoir des états moins 1, 0 ou 1. Notons que si la particule n'a pas de masse, une masse nulle, à ce moment-là, on ne retrouve que les valeurs extrêmes de ces états. C'est un effet relativiste. Par exemple, les particules de spin 1 n'auront que les états moins 1 et plus 1. Donnons quelques exemples de particules, parmi les plus courantes. D'abord, on a l'électron. C'est une particule légère, de masse assez faible, qui a une charge électrique négative, plus aussi ce qu'on appelle une charge faible. Son spin est 1,5, et c'est le vecteur du courant électrique dans tous les conducteurs, les fils électriques métalliques ou d'autres conducteurs. C'est aussi la particule qui, dans les atomes, qui est à l'extérieur des atomes. Donc, c'est la partie qui, en quelque sorte, tourne autour du noyau. Là aussi, la notion de tourner est un peu trompeuse, mais disons que les électrons sont autour du noyau, en périphérie, et ce sont les électrons qui sont responsables des interactions entre atomes, puisqu'ils sont à l'extérieur, et donc des propriétés chimiques, par exemple. Ensuite, on a le proton. Le proton, lui, est une particule lourde, massive. Sa masse est en fait 1000 fois celle de l'électron, environ 1000 fois. Sa charge, il a une charge électrique positive qui est en fait strictement égale en grandeur à celle de l'électron. C'est un effet de la quantification de la charge. Mais sa charge est positive. Il a aussi une charge faible et également des propriétés
lié à la charge de couleur, nous allons y venir. Le proton a aussi un spin 1,5 et c'est un des constituants du noyau des atomes. Une autre particule importante est le neutron. Le neutron qui est presque identique au proton. À tout spin 1,5, pratiquement la même masse, il est un tout petit peu plus lourd et il n'a pas de charge électrique. Il est neutre. Ensuite, on a le neutrino, de masse non nulle, mais infime. Très petite. Il est neutre, il n'a pas de charge électrique, il possède juste une charge faible. Il a un spin 1,5 et on le retrouve dans certains phénomènes tels que la radioactivité bêta. Les interactions du neutrino sont extrêmement faibles. Par exemple, le Soleil émet énormément de neutrinos qui sont nés à cause des réactions thermonucléaires dans son cœur. Et ces neutrinos ont traversé toute l'épaisseur du Soleil, arrivent jusqu'à nous. Le temps que vous écoutiez cette vidéo, des milliards de neutrinos vous ont traversé et vont traverser toute la Terre sans interagir. Presque, de temps en temps, un peut heurter une particule, un électron ou un noyau. Mais les interactions sont très faibles. On dit que la particule est fantomatique. Mais on peut la détecter. On peut la détecter à condition d'avoir un flux de neutrinos particulièrement intense, comme ceux émis par le Soleil ou ceux émis par des réacteurs nucléaires. À ce moment-là, les quelques rares neutrinos qui interagissent suffisent à les détecter. Ensuite, on a le photon. Le photon, c'est le vecteur du champ électromagnétique, des forces électromagnétiques. Il est neutre, il n'a pas de charge électrique, mais il est lié évidemment aux charges électriques puisqu'il transmet les forces électromagnétiques. Sa masse est nulle et son spin vaut 1. Le photon, c'est l'équivalent quantique du champ électromagnétique. Et notons, c'est la théorie quantique des champs, que toutes les particules, électrons, protons, etc., peuvent être décrites à partir de champs appropriés. Par exemple, le champ des électrons est appelé champ de Dirac. Et on peut alors voir les particules, comme les photons ou autres, comme des excitations de ces champs, des excitations quantifiées. C'est un peu comme si vous aviez une corde de guitare et vous l'excitez. Alors elle va vibrer, mais elle ne peut vibrer que selon certains modes, certaines notes. Donc le son est quantifié. Il en est de même ici des particules pour les champs. Ceci explique d'ailleurs qu'il est possible de créer et annihiler des particules. On crée ou on annihile des excitations du champ, un peu comme on remue une corde de guitare ou comme on l'amortit pour arrêter les vibrations. Et chaque vibration a une certaine énergie. Pour une fréquence nue, une fréquence de vibration nue, l'énergie est donnée par la relation de Planck, E égale H nu, où H est la constante de Planck. Voilà pour les particules, on en verra encore quelques autres. Alors, il y a les interactions. Alors, les interactions, il y a 4 interactions fondamentales. Toutes les autres interactions sont des interactions dérivées. C'est-à-dire qui s'expriment à partir des interactions fondamentales à travers divers processus plus ou moins compliqués. Par exemple, les interactions chimiques sont dues aux électrons et à leurs propriétés électromagnétiques. L'interaction sans doute la plus connue, en réalité, c'est la gravité. Celle qui nous maintient sur le sol, celle qui fait tomber la pomme de Newton, celle qui fait tourner les planètes autour du Soleil. C'est une force attractive entre toutes masses, et en fait c'est même l'énergie. Mais comme le terme mc carré dû à la masse est énorme, c'est généralement la masse qui est dominante. Par exemple, un électron qui va tout droit, émis dans un tube cathodique, a tendance à tomber, attiré par la Terre. En réalité, c'est une interaction extrêmement faible. Comme je vous l'avais dit, il suffit d'un tout petit aimant pour soulever un morceau de métal qui en réalité est retenu
par la gravité par une planète entière, avec un tout petit aimant. Ça montre la différence de force entre ce petit aimant et une planète entière. Le seul truc particulier de la gravité, c'est qu'elle est toujours attractive. Toujours. Alors que les forces électriques et magnétiques peuvent être attractives ou répulsives. La gravité est toujours attractive, et donc elle finit par dominer tout, à condition que la quantité de masse soit suffisante. Quand les masses sont énormes, comme les planètes, les étoiles, à ce moment-là, la gravité finit par dominer. À l'échelle des particules, tel qu'un électron, elle est négligeable. Donc, non pas l'électron qui tombe, mais la force de gravité produite par l'électron est totalement négligeable. Parce que la masse d'un électron, c'est rien du tout à côté d'une planète entière. Donc la gravité est extrêmement faible, de point qu'on ne sait pas la mesurer. Et de fait, on n'a pas non plus de formulation de la gravité avec la mécanique quantique. Donc une formulation dite de gravité quantique. On ne sait pas comment se formule la gravité à l'échelle des particules. Ou ce serait plus exact de dire qu'on a plusieurs manières de le faire. On a plusieurs théories, que vous avez sûrement entendu parler, théorie des cordes, gravité quantique à boucle, etc. Il y en a plein. Le problème, c'est qu'on ne sait pas laquelle est la bonne. Il nous faudrait des données expérimentales, et donc ça, c'est totalement inaccessible pour le moment, et donc c'est encore un véritable défi. La deuxième interaction très connue, c'est donc l'interaction électromagnétique. La source de l'interaction électromagnétique, c'est pas la masse cette fois-ci, mais la charge électrique. Et elle a deux facettes, nous l'avions vu, le champ électrique, le champ magnétique. C'est l'interaction du courant électrique, des moteurs électriques, de la lumière, qui est un champ électromagnétique, et des interactions entre l'électron et les protons, qui ont chacun une charge, et qui expliquent la structure de l'atome, en faisant intervenir là la mécanique quantique, qui explique la chimie, etc. Elle est évidemment répandue partout, on la retrouve dans tous les coins. Une autre interaction fondamentale, c'est l'interaction dite faible. C'est juste son nom. C'est pas l'interaction électromagnétique encore plus faible, c'est une autre sorte d'interaction appelée interaction faible. L'intensité de cette interaction est beaucoup plus petite que l'interaction électromagnétique. Et en plus, elle n'agit qu'à très courte distance. Quand je dis à courte distance, c'est à peu près à l'échelle des particules. Une interaction presque évanescente. Et elle explique que le neutrino soit si fantomatique. Parce que le neutrino est neutre. Et il n'interagit que via cette interaction, et aussi la gravité. On retrouve cette interaction, par exemple, dans certains processus radioactifs, comme le neutron. Le neutron qui, lorsqu'il est libre, donc pas quand il est stabilisé à l'intérieur d'un noyau d'atome, lorsqu'un neutron est libre, il est instable, et il se transforme environ au bout de 20 minutes, en moyenne, en un proton, plus un électron, plus un neutrino. Enfin, la dernière interaction, la quatrième, est appelée interaction forte, ou aussi parfois interaction nucléaire. Elle est, très forte, c'est la plus forte de toutes. Elle est beaucoup plus forte que l'interaction électromagnétique. Mais elle aussi n'agit qu'à courte distance, de l'ordre de la taille d'un proton ou d'un neutron. Et en plus, elle n'affecte que certains types de particules, celles qu'on appelle des hadrons, dans lesquels on retrouve les protons, les neutrons, et également quelques autres particules, dont certaines qu'on appelle des mésons. L'interaction forte n'affecte pas du tout l'électron, le neutrino ou le photon. Cette interaction extrêmement forte qui lie les protons et les neutrons explique aussi, du fait de son énorme intensité, l'énergie importante qu'il y a dans les liaisons nucléaires, dans le noyau des atomes, et qui explique l'énergie énorme libérée par les réactions nucléaires.
La source de l'interaction, des interactions, donc j'ai dit la charge électrique, la masse pour la gravité, plutôt l'énergie, la charge électrique pour l'interaction électromagnétique, la charge faible, dite faible, est la source de l'interaction faible, et l'interaction forte a pour source une charge appelée non pas charge forte, mais appelée charge de couleur. Alors, ça n'a rien à voir avec la couleur ordinaire. C'est juste à cause d'une analogie due au mélange des couleurs en colorimétrie. Et on lui a donné ce nom-là à cause de ça. Mais c'est une charge élémentaire de particules qui n'existe que dans les hadrons. Voilà déjà pour une base. Alors, il y a encore pas mal de petites choses à voir, et donc nous continuerons dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.